les dialogues, nous disons, les dialogues qui nous intéressent, c'est les dialogues techniques permanents dans le cadre tripartite des concertations avec la CENI, l'opposition, donc la majorité. C'est là où il faut mettre. Tout dialogue politique actuellement est malvenu pour la simple raison que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour travailler. Et en ce qui concerne la démocratie, il y a un temps justement pour parler. Maintenant, c'est le moment de remettre le pouvoir au peuple pour aller aux élections. Les concertations, nous l'avons eu dans le cadre de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, nous sommes dans le cadre de la résolution 2211 pour aller aux élections. Donc, il n'y a pas autre chose. En dehors de cela, c'est violer tout simplement la Constitution. Le chef de l'État, d'ailleurs, a donné l'ébauche du contenu, d'ailleurs, des négociations qu'il cherche, le dialogue. Il a dit, au cours de ces dialogues, il souhaiterait que nous parlions de l'enrôlement des nouveaux majeurs, que lui appelle l'ancien mineur, qu'on parle de la sécurisation du processus électoral, de fiabilisation du fichier électoral et de financement des élections. Madame, ces 4 points-là, on doit aller les dire dans quelles circonstances, dans quel cadre. Si ce n'est dans le cadre de la CENI, c'est à la CENI qui a les compétences d'organiser les élections. Et ces cadres-là, la CENI, depuis le 25 mai de cette année, la CENI nous avait invités. Nous sommes allés pour parler justement des élections, lorsqu'il était question de prolonger le dépôt des candidatures des élections provinciales. Nous sommes partis. La CENI nous a encore invités pour aller parler des doublons, même si en passant la CENI n'a pas appliqué correctement l'article 21 de la loi électorale par rapport aux doublons. Mais néanmoins, c'est le cadre par excellence où nous devons parler de ces points-là. Parce que nous ne nous voyons pas dans un autre cadre politique pour aller parler de ces questions que je viens de citer. On appelle donc les jeunes, les musiciens, la société civile, disons, les confessions religieuses, les ONG, les partis politiques et tout le monde, pour aller parler de l'enrôlement des nouveaux majeurs, pour aller parler de fiabilisation du fichier électoral et tout, non. Mais les matières telles que je l'ai dit, en tout cas, si c'est ce que veut réellement le chef de l'État, il y a un cadre tracé pour ça. Parlons d'enrôlement de nouveaux majeurs. C'est pratiquement l'unanimité. La société civile, la majorité, l'opposition, lui-même le chef de l'État, la communauté internationale qui nous accompagne, tout le monde est d'accord. Alors on va aller dialoguer encore sur quoi? Nous allons à la CENI et la CENI va donner l'état des besoins. La communauté internationale qui donne les moyens qui nous accompagnent, c'est à elle de décaisser les fonds pour acheter les kits à pouvoir commencer l'enrôlement, c'est tout. La sécurisation du processus électoral, c'est la responsabilité du gouvernement à travers le ministère concerné, la défense et sécurité pour que nous ayons la paix dans notre pays, et la sécurité des personnes et des biens, le ministère de l'Intérieur. Alors, si on doit parler de financement des élections, le financement des élections, c'est partagé, il y a la responsabilité du gouvernement, parce que les élections, ça ne tombe pas du ciel, c'est tout un programme, c'est tout un processus. On n'organise pas les élections avec le budget électoral, enfin le budget d'exercice d'une année. C'est un processus, nous avons donné les moyens pour l'organisation des élections au budget de 2012, 2013, 2014, même le premier trimestre de 2015, il y a des moyens, il y a un budget qui a été voté pour ça. N'est-ce pas? Il y a aussi la part de l'appui de la communauté internationale. C'est à la CENI de donner cet état des besoins. On n'a pas appelé tout le monde pour aller donner l'état des besoins. Qu'est-ce que moi je vais donner comme état des besoins? Qu'est-ce que les étudiants ou les confessions religieuses vont donner comme état des besoins pour acheter le matériel électoral? L'opposition congolaise n'est pas divisée, mais l'opposition congolaise est plurielle, autant que la majorité aussi est plurielle. D'abord, je commence par la CENI. Que la CENI dise qu'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections, je comprends à la CENI. Parce que nous-mêmes, au niveau de l'opposition, nous avons fait un exercice en termes de budget prévu pour l'organisation des élections. Je vous ai dit tantôt qu'on n'organise pas les élections avec le budget d'un seul exercice budgétaire, n'est-ce pas? De 2012 à ces jours, tous les budgets votés pour donner à la CENI n'a obtenu que 17% décaissement de cet argent. Par contre, nous avons comparé avec le fonctionnement de la présidence. La présidence est en dépensement de plus de 200%. Si vous prenez seulement la période du 1er janvier au 30 juin 2015, le fonctionnement de la primature, c'est environ, comment je peux dire, 429%. Donc,
Le gouvernement de la République qui est censé remettre les moyens de sa politique à la CENI ne l'a pas fait. Où est parti l'argent prévu pour les élections? Parce que l'élection des gouverneurs ne tombe pas du ciel. C'est tout un processus, c'est tout un programme. En 2011, lorsque le chef de l'État a été élu, lorsque le Premier ministre est venu au Parlement présenter un programme, dans ce programme, il est compris la décentralisation. Qui dit décentralisation signifie on va aboutir au démembrement des provinces. Qui dit démembrement des provinces, c'est-à-dire la mise en place des institutions de ces provinces-là, à travers l'élection des gouverneurs, la mise en place des assemblées provinciales, etc., et les gouvernements provinciaux. Et tous les budgets que nous sommes en train de voter successivement, gouverner, c'est prévoir. Donc le Premier ministre, les présidents de la République n'ont pas prévu cela pour organiser les élections des gouverneurs à second degré. Ça coûte quoi? Là où vous trouvez plus de députés provinciaux, c'est à Ituri, par exemple. Il y a 30 députés provinciaux. À l'interne, on peut procéder à cette élection sans avoir même à solliciter la présence des membres de la CENI niveau national. Niveau provincial, il suffit qu'ils aient la ligne de conduite. Ils ont tous les documents nécessaires pour organiser les élections. On prend 15 papiers duplicataires, on les découpe en deux, on a 30 morceaux. On a la possibilité des gens qui vont écrire pour élire les gouverneurs. On les met dans un box. On comptabilise ici, on n'atteint pas la majorité qu'il faut, la majorité simple. On répond, on va au deuxième tour, on découpe encore d'autres papiers. Nous avons donné la caution. Le MLC a aligné des candidats gouverneurs. Par liste, nous avons payé 2 500 000 francs congolais. Ça vaut environ 2 700 $. C'est une escroquerie électorale. Où est parti cet argent-là? Des cautions. Ça sert aussi pour l'organisation des élections, non? Qu'on nous dise, qu'est-ce qui se passe? L'arrêt de la Cour. Lorsque la Cour s'est dit incompétente partiellement, ça signifie quoi? Ou on est compétent ou on n'est pas compétent d'examiner cette question. La partialité signifie quoi? La Cour est compétente pour examiner la constitutionnalité des lois liées à la Constitution. Quand la Cour se déclare partiellement incompétente, c'est très subtil. Même si en tant que législateur, en tant que juriste, je suis consciente, je suis d'accord que les arrêts de la Cour ne sont pas sujets à récusation ou à spéculation. Mais entre nous, nous craignons maintenant des membres de la Cour. Et surtout que ça vient de filtrer qu'il y a d'autres membres de la Cour qui ont donné leurs avis contraires à cela et qui n'ont pas siégé pour ne pas tronquer la science. C'est très dangereux. La Cour sur qui nous comptons pour d'autres échéances aussi importantes. Lorsque la Cour donne des injonctions au gouvernement d'organiser, de donner les moyens à la CENI d'organiser des élections, ça c'est plus que logique. Mais quand la Cour dit il faut entre-temps que le gouvernement prenne des mesures conservatoires exceptionnelles, mais ça ce sont des exceptions. Et la règle c'est quoi? Je vous informe, madame, et l'opinion qui me suit, la règle, c'est le principe des droits administratifs de continuité de l'État. Donc, les gouverneurs qui étaient là, ceux qui sont censés faire la remise et reprise avec les nouveaux gouverneurs qui seront issus des nouvelles provinces, autrefois districts. Vous ne pouvez pas les mettre de côté. Procéder à la nomination des autres fonctionnaires pour diriger. Des hauts fonctionnaires. Et où est passé le principe de la continuité de l'État? Ça, c'est la règle. Avant qu'on arrive aux exceptions, d'abord, on applique la règle. À quel moment on va appliquer la règle? Moi, je pensais que la Cour allait donner un arrêt par rapport à la règle. La Cour a donné des avis, alors que la Cour n'a pas les compétences de donner les avis. La Cour statue par arrêt. L'arrêt explique, ce sont des phrasologies qui ressemblent plus à un avis qu'à un arrêt de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous avons récusé l'attitude des membres de la Cour. Nous craignons qu'il y ait un problème de partialité, d'accointance avec les pouvoirs en face qui ne fait que multiplier des stratégies, des subterfuges pour le maintien au pouvoir
du président de la République au-delà de son mandat, de son deuxième et dernier mandat. C'est très dangereux. Ça, ce sont des mauvais conseils. Il est président de la République depuis 2001. Moi, je ne l'ai connu pas avant 2000, je l'ai connu pas seulement en 2001, depuis 1997. À ce jour, nous connaissons ses habitudes, nous savons comment il s'exprime. De manière implicite, il s'est exprimé comment? À travers celui qui fut à l'époque secrétaire général de son parti, où il est l'autorité morale. Il a même écrit un livre pour vanter la révision de la Constitution. 2, la même personnalité est venue au Parlement. Ce n'est pas de fiction, hein. Il a déposé 4 projets de loi, parmi lesquels un projet de loi qui demande la révision de certaines dispositions de la Constitution. Le chef de l'État devait être élu au second degré, le mandat du chef de l'État devait être bougé en violation de l'article 220, l'article 5, l'article 70 et l'article 73. Il a amené ce projet de loi. La même personnalité a amené un projet de loi électoral où on a glissé subtilement un alinéa à 105 qui va nous amener, qui risquait de nous amener aux élections parce que conditionnant l'organisation des élections au recensement général. Maintenant que cet alinéa a été extirpé de cette loi électorale, est-ce qu'on parle encore de l'Office national d'identification de la population? On n'en parle plus. Ça, c'est une manière du chef d'État de s'exprimer. Les chefs d'État s'expriment de manière implicite. Comment? À travers une personnalité de la majorité présidentielle qui a initié des pétitions pour demander à la population de signer qu'il aille au-delà de son mandat. Et qu'on ne l'a pas interdit. À travers une organisation, Totondi Yote, il faut aller au-delà du mandat. Il s'est exprimé même à une radio périphérique, la RFI, où moi-même je suis passé le lendemain pour recadrer les choses conformément au loi et règlement de la République. Je termine par là, madame, pour dire le chef de l'État s'exprime à travers la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, où on est tenté de faire passer les spots incitant la population à dire le chef a tellement travaillé, il a une vision pour ces pays que, au lieu de parler de la Constitution, il faut plutôt privilégier sa vision qu'il aille au-delà de son mandat. Ce n'est pas normal. C'est lui le garant de la nation. Il a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution, l'esprit et la lettre. Nous osons croire qu'il ne veut pas suivre ses attitudes où il s'exprime de manière implicite, mais de manière explicite, il va donner la leçon à tous les Congolais, l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'ils soient inscrits en lettres d'or dans l'histoire de ces pays par rapport au respect strict de la Constitution sans devoir réfléchir. Je sais que les élections dans ces pays ne constituent peut-être pas une garantie de la démocratie, mais une chose est vraie, la non-tenue des élections, surtout présidentielles, dans les délais constitutionnels, ça sera la cause principale de l'instabilité de ces pays. Seul le garant de la nation a cette responsabilité.